Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce développement de la semaine. On est au numéro 7, ça fait presque 2 mois. Et première fois qu'on va parler de GIMP. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur GIMP. Faut savoir que c'est un logiciel que j'explore depuis qu'il existe ou presque. J'étais au lycée en fait avec mes premières installations de Linux à la fin des années 90, ouais je sais, ça fait un moment. Et je me suis intéressé au moment où je m'intéressais d'ailleurs à Photoshop, où j'ai débuté avec Photoshop vers la version 4 de Photoshop, à GIMP qui était à l'époque dans sa version 1, et que l'on présentait comme une alternative à Photoshop, et c'est un titre qu'on lui a donné pendant, sans interruption, pendant encore 20 ans plus tard. Aujourd'hui encore, je vois des articles sur Clubic par exemple, qui n'est peut-être pas une référence niveau journalisme, mais où quand on parle d'alternative à Photoshop, les pigistes qui écrivent les articles et qui probablement voilà, sont des pigistes et sont pas forcément des pros de la retouche d'image, voient que partout sur le net on dit que c'est une alternative à Photoshop, que c'est le Photoshop du libre. Il y a toujours des formules à la con comme ça qui sont perpétuées, comme Xavier Niel est le trublion des télécoms, et donc dans GIMP on va dire c'est le Photoshop du libre. Bon, c'est stupide évidemment, parce qu'il y a un truc qui manque depuis le début, et j'ai regardé pour l'info parce que j'ai pris un sacré coup de vieux. Mais j'ai écrit mon premier livre sur GIMP, il est sorti le 1er octobre 2005. Euh, donc ça fait vraiment un moment que je travaille à créer du contenu pédagogique sur ce logiciel, donc ça fait presque 20 ans, donc vraiment gros coup de vieux. Et déjà à l'époque, il manquait évidemment la fonctionnalité avec laquelle on ne peut pas travailler quand on fait de la retouche d'image, c'est la retouche non destructive. C'est-à-dire en gros quand vous faites un truc, donc je vais vous amener une image, hein, ça va quand même être plus simple. Donc je vais vous amener une image qui a été prise par Loris, le graphiste de garnetdistrict.com. Je vous amène souvent des images qui sont issues de ces shootings, sont plutôt de la mode et du stylisme. Là, je vais conserver le profil. Et donc, petite image de Lisbonne, toute bête, juste pour travailler. Donc, en gros, quand je vais faire une retouche d'image, si par exemple j'incruste un ciel ici, et que je change ensuite la lumière, eh bien en fait, j'ai envie que mes changements aient un impact soit que sur le ciel, soit sur l'ensemble de la photo. Donc si par exemple ici, alors je vais faire un truc tout bête, hein, je vais aller chercher un ciel aussi. Ok, donc on va prendre ça. On va aussi conserver. Et j'ai une image qui est toute petite, hein, puisque je la sors de Unsplash, donc vous m'en voulez pas, je vais devoir l'étirer. Donc ici, le but c'est que on va prendre. Alors, vous voyez qu'on a plusieurs outils en fait qui sont incrustés dans nos tiroirs. Le but ça va être de prendre la transformation. Et on va aller chercher transformation unifiée. Alors j'ai fait une transformation unifiée. C'est pas ça que je voulais faire une mise à l'échelle. Et on va mettre ça à peu près comme ça. Donc encore une fois, c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait la prendre, parce que j'ai pas beaucoup de qualité, mais... Alors vous voyez déjà les performances, hein, qui elles par contre sont vraiment pas exceptionnelles. Mais si en gros je cache ce ciel, je vais mettre un petit coup de baguette magique. Donc je vais le faire si possible. Sélection aucune, je vais le faire si possible sur le banc. Avec Shift, on va cumuler, on va essayer de se débrouiller pour avoir un truc pas trop dégueu, même si je fais ça un peu à l'arrache quand même. Alors j'aurais pu prendre une tolérance un peu plus grande, hein, je vous avoue. Mais bon, on va zoomer encore un peu quand même, parce que là on est un peu loin. Hop, bouton du milieu pour se balader, ça c'est toujours pratique. Ah, j'ai les fils, c'est vrai, ok. On va prendre un petit bout ici. Alors la reconnaissance de ciel automatique, comme dans Lightroom et compagnie, c'est pas pour tout de suite. Bref, je fais une petite sélection de mon ciel à l'arrache. Mais c'est histoire de dire que maintenant, si je fais ça, je vais pouvoir faire un masque. Donc on va faire un clic droit et on va dire ajouter des masques au calque. Ok, et on va mettre basé sur la sélection, évidemment. Et on va cliquer sur ajouter. Et on va faire sélectionner aucune. Et donc j'ai changé le ciel de ma photo. C'est pas le ciel le plus heureux, il faudrait faire quand même des corrections de lumière. Alors si je fais des corrections de lumière sur ce calque, je vais pouvoir faire couleur et venir chercher par exemple, on va faire les courbes, on va faire une petite courbe. Donc déjà le blanc est pas blanc, la teinte est complètement bleue, donc c'est pas bon du tout. Donc là-dessus, on voit que je peux aller sur la couche de bleu et que je vais pouvoir, vous le voyez, aller changer et rendre
le bleu un peu moins bleu quand même, y compris d'ailleurs que ce soit sur les tons clairs, mais que ce soit aussi sur les tons foncés. Je peux aller sur le produit et rendre le blanc plus blanc, parce que l'image est quand même très très crue. Alors vous allez me dire, vraiment, je prends un ciel qui est pas du tout adapté, et vous auriez raison, mais c'est juste pour vous dire, voilà, il faudrait faire de la retouche ici, et je fais ma courbe. Sauf que là, quand je cliquais sur valider avant, ben, ma courbe, elle était incrustée en dur. C'est-à-dire, en gros, j'enregistre et je réouvre, et je ne retrouve plus les réglages, je peux plus revenir sur ma courbe. Je peux pas l'annuler, bref, c'est incrusté en dur. Donc ça, c'est de la retouche non destructive. C'est évidemment intolérable. Et quand vous faites un photomontage où il y a des vingtaines de calques, quand les matte painters au cinéma utilisent des centaines de calques pour créer des faux décors, il faut que les modifications s'appliquent sur tout ce qu'il y a en dessous. Et maintenant, il faudrait que j'ai le moyen, si, admettons que j'ai unifié les deux, ce qui n'est pas le cas ici, hein, puisque voilà, mon ciel n'est pas encore vraiment tip-top, il faudrait maintenant que je puisse faire une modif qui s'applique partout, sur tout l'ensemble, pour pouvoir amener mon nouveau composite vers une nouvelle destination. Par exemple, j'ai envie que maintenant que j'ai fait correspondre mon ciel avec mon image, si j'ai envie que maintenant mon image, elle est du vert dans les noirs pour faire un étalonnage à la Matrix, je vais pas m'amuser à faire une courbe sur chaque calque pour venir faire ça. Et imaginez qu'en plus derrière je change d'avis. Bref, c'est explosif en fait. Donc GIMP pour ça était inutilisable. Et ça m'avait fait vraiment enrager de voir des forums où j'avais pris position en disant vraiment j'admire le temps que passe la communauté sur ce logiciel. Et je crois que j'avais posté ça en 2017 ou un truc comme ça. Mais voilà, en 2017, qu'on arrête de dire que GIMP est une alternative viable à Photoshop, parce que c'est pas vrai, on peut pas travailler avec ce truc-là. Je vais pas m'amuser à travailler comme dans Photoshop 3 en 1997. Les calques de réglage, c'était avant 2000 dans Photoshop. Pouvoir faire une courbe et revenir dessus autant de fois qu'on veut, y compris avoir fermé le logiciel, ça existe depuis plus de 20 ans dans Photoshop. Alors, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles c'était pas possible avec le moteur, l'ancien moteur de GIMP, et je comprends les raisons techniques, mais et je comprends qu'encore une fois, c'est un logiciel fait par une communauté, ils font ça sur leur temps libre, c'est bénévole, etc., etc. Certes, et bravo pour la compétence. Néanmoins, si on juge le résultat fini, est-ce que c'est utilisable ou pas par des pros? La réponse est non. Ou alors, vous aimez travailler comme en 1997. Est-ce qu'on peut faire des belles images avec Photoshop 3 aujourd'hui, avec un Pentium 166? Oui, d'une certaine façon, vous pouvez vous amuser à ouvrir des images et à les rendre et à les améliorer et probablement faire de belles images. Il faut juste être très patient et aimer se faire un peu du mal. Je vais pas aujourd'hui me priver de ce que me proposent mes versions actuelles de logiciels. Comme je le dis d'ailleurs pour le masquage dans DxO par exemple, pour ceux qui suivent mes vidéos dans l'ordre là. Puisque le mois dernier j'ai sorti une vidéo sur les nouveautés de DxO Photolab 8. Aujourd'hui, pour masquer un ciel, on clique sur un bouton et on nous sort le ciel. Est-ce que moi, ça m'amuse de passer 3 heures à faire un masque? Non, je préfère faire des photos et les rendre plus jolies, ou en tout cas, les amener au point que j'ai en tête pour créer mon histoire et raconter mon histoire. Faire des masques, c'est pas mon but dans la vie. Bon, ben, faire des corrections de courbes et de niveau, c'est pas non plus mon but dans la vie. Je vais pas m'amuser à les faire 50 fois sur 50 calques si je peux faire un calque de réglage. Donc voilà pourquoi la retouche non destructive est un sujet qui est hyper important. Et donc évidemment, maintenant dans GIMP 3, donc ça c'est la version Release Candidate, c'est le RC, donc c'est vraiment il n'y aura plus que des corrections de bugs à ce stade avant d'arriver à la version 3.0, qui sera la version majeure tant attendue, qu'on attend depuis, vous l'avez vu, en 2005, j'écrivais déjà un livre sur GIMP 2. Hein. Donc cette version majeure 3 est vraiment attendue depuis longtemps, donc une vingtaine d'années. Et maintenant, quand on clique sur le FX, on trouve la courbe, et quand on double-clique, on retrouve notre réglage. Alors on voit toujours des performances qui sont vraiment pas bonnes, en tout cas sur la version Mac. On voit la mosaïque se faire sur cette image qui est certes un peu lourde, puisque c'est du Sony A7, mais voilà, on n'a pas de... bon, c'est utilisable, quoi, on va pas non plus trop cracher dans la soupe. Par contre, vous avez vu qu'en cliquant sur courbe, sur le Layer Effect, il me l'a mis sur celui d'en dessous. Alors là, il s'est passé un truc qui est pas du tout intuitif, c'est que je suis allé sur le FX, je suis allé sur courbe, j'ai double-cliqué et ça me l'a rajouté en fait sur le calque sur lequel je suis en train de travailler qui est sélectionné. Alors ça les gars, d'un point de vue ergonomie, c'est pas bon du tout. Donc on va aller sur le calque du ciel, on va aller sur le FX. Et là, en fait, sur le calque courbe, on va double-cliquer. Et maintenant, on va travailler que sur le ciel. Donc déjà, rien que ça, c'est pas dingue. On va revenir sur le rouge parce que c'était quand même... en termes de magenta, il y a quand même une belle teinte un peu magenta. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos,
Vous avez les liens dans la description évidemment, mais sur tuto.com c'est hyper simple, on va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée, si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop on coche et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto, merci. Et sur ce ciel qui va quand même vraiment très loin, alors je pense que on aurait pu faire autre chose, peut-être une balance des couleurs. Peut-être aller chercher couleur, teinte saturation. Et vous voyez que là aussi, quand je clique sur le FX, alors il faut d'abord que je finisse par valider l'outil. Non, c'est accessible. Voilà, on voit le teinte saturation qui se met au-dessus de la courbe sur ce calque. Alors ça ne s'applique pas sur tous les calques en dessous, malheureusement. Ça veut dire que là, je vais agir que sur le ciel. Donc je vais, si j'ai envie de de le pousser vers une teinte qui est différente, je peux le faire. Je pourrais aussi viser qu'une certaine partie des couleurs, il me semble. Voilà, si je prends les bleus. Voilà. Alors ça fait un écrêtage vraiment dégueulasse, malheureusement. On n'a pas de... On peut faire une superposition, voilà, je pense, voilà, pour faire un petit peu mieux. Mais bref, imaginons que j'ai besoin d'en mettre plusieurs, je peux en mettre plusieurs. Bon, là, de toute façon, avec le ciel que j'ai choisi, on aura du mal à avoir un résultat qui est convaincant. Par contre, maintenant, si je veux avoir un calque de réglage qui s'applique sur tout ça, pour envoyer du vert dans les parties sombres, y compris de mon ciel, eh bien en fait, j'ai pas de calque de réglage à proprement parler dans GIMP. Les calques sont non destructifs, les calques de réglage sont non destructifs, mais s'appliquent sur le calque courant. Et donc le seul moyen de faire cette pirouette, c'est de prendre ces deux et de les mettre dans un groupe. Donc on va mettre nouveau groupe de calques. Alors j'aurais dû d'abord, vous avez vu j'ai fait x2, il m'a fait deux groupes. Ça c'est vraiment une habitude de Photoshop, c'est que je m'attendais à ce qu'il fasse un groupe en mettant les deux trucs dedans. Bon, c'est pas grave, on va mettre le groupe au-dessus. S'il veut bien, on va mettre ça là-dedans et on va mettre ça là-dedans. Alors, est-ce qu'il m'a bien mis les deux? Alors, est-ce que je vais y arriver à mettre mon groupe de calque? Il reste encore du travail sur l'interface, hein, clairement. Alors, on va créer un nouveau groupe. Est-ce qu'il veut bien me mettre ça dans le groupe? Ou est-ce qu'il veut pas? J'ai pas l'impression que... Non, là, normalement, j'ai eu la ligne verte, c'est pour me dire qu'il a changé l'ordre. Bon. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire, sur le groupe de calque, un calque de réglage. Par exemple, faire une courbe et faire un gros contraste. Donc, par exemple, là, évidemment, il se passe rien à l'écran parce qu'il n'y a rien dans mon groupe de calque. Mais le FX, vous voyez, il a appliqué la courbe sur le groupe de calque. Si vraiment j'arrivais maintenant à mettre ça dans mon groupe, ce serait pas mal quand même, même si c'est pas hyper intuitif. Alors ça, je suis à peu près sûr que ça fonctionnait quand même. Je sais pas si c'est le coup de la release candidate, mais normalement on peut faire des groupes et mettre des trucs dedans. Je suis quand même à peu près sûr de l'avoir déjà fait. Alors, groupe de calque, est-ce que je vais y arriver? Ok, alors, groupe de calque dans groupe de calque, et là quand je fais un groupe dans un groupe, ça fonctionne. Ne me demandez pas pourquoi. On va refaire passer le ciel au-dessus quand même, et vous voyez que ma courbe s'applique maintenant sur les deux. Est-ce que je vais arriver à faire passer mon ciel juste au-dessus? Voilà. Donc j'ai dû faire un groupe dans un groupe. Je sais pas trop pourquoi, on va appeler ça. On va faire un petit clic droit et on va faire un ciel. Si vous savez pourquoi je me suis planté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais être de mauvaise foi et dire que quand même ça devrait pas arriver si l'interface était claire. Mais bon. Je crée un groupe, je glisse un truc dedans, point barre, quoi. Donc maintenant, la bonne nouvelle c'est que le FX, regardez la courbe, elle s'applique sur les deux.
Donc j'ai non seulement un truc non destructif sur lequel je peux revenir à loisir sur chaque calque, donc par exemple dans un composite, quand on change une partie, on a juste cette partie qui est concernée, donc par exemple ici le fait d'avoir une courbe sur mon ciel, pour l'équaliser un petit peu, même si c'est encore une fois pas génial. Et ensuite, maintenant que j'ai mon composite, je peux mettre dans un groupe, alors ça aurait été bien d'avoir un système de calque de réglage à proprement parler, mais bon, je comprendrai jamais pourquoi ils veulent pas juste copier en fait. Tout le monde fait ça. Je veux dire, c'est pas compliqué, tout le monde fait ça. Euh, voilà, c'est le système, c'est le standard dans l'industrie. Mais non, il a fallu qu'ils fassent différemment. Je serais curieux d'avoir l'explication de en quoi ça va être mieux, mais bon, ça a le mérite d'exister. Maintenant, on a donc la possibilité d'avoir autant de trucs qu'on veut sur cette image. Donc j'ai fait un contraste. Voilà, quand j'affiche, ça me fait un contraste. On va quand même se calmer un petit peu, on va double-cliquer pour enlever un petit peu de contraste. Vous voyez que les performances, voilà, là, je suis à peu près en mode diaporama, c'est un slideshow là. Au niveau de la fluidité dans l'interface, clairement la version Windows est beaucoup plus optimisée que la version Apple Silicon. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et on va mettre un peu de vert dans les ombres, donc on va faire monter ça, et vous voyez que du coup ça étalonne toute l'image. Ça fait un effet sur l'ensemble de l'image. Et ça, c'est quand même vraiment cool, parce qu'avant, c'était pas possible. Il aurait fallu que je me farcisse de mettre une courbe sur toute l'image. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Et là, je viens de voir que, je ne sais pas pour quelle raison, mais mon image vient de disparaître. Alors, est-ce que c'est une question de zoom? Pourquoi c'est devenu transparent? L'opacité est bien à 100. Est-ce que j'ai fait une fusion? J'ai fait un truc, on va enlever la courbe pour voir. Ok, quand je remets la courbe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma courbe? Quand je clique sur valider pour que... Ok, donc maintenant quand la courbe s'affiche... bon, c'est peut-être pas pour rien que c'est pas encore sorti en version finale. Mais quand je clique sur valider, hop, l'image disparaît. Alors je sais pas si c'est moi qui ai fait une bêtise, mais à partir du moment où j'ai pas cliqué sur quoi que ce soit qui concerne la fusion et l'opacité, ça me paraît peu probable que ce soit pas un bug quand même. Option dégradée, horaire, ici, valeur. Ok, validé. Bon, toujours pas. Si je prends cette courbe et que je l'enlève, ça réapparaît. On va revenir chercher une courbe. Donc ça vous permet de voir que clairement, vous n'allez pas pouvoir travailler en version stable avec ça. Donc on a dit un petit contraste en S. Ok. Et on avait dit dans le vert, on fait monter un petit peu de vert dans les noirs. Voilà, même beaucoup. On va faire un peu matrix quoi. Et on clique sur valider. Et là ça marche. Ok, bon, alors je sais pas ce que j'ai fait avant ou si c'était un bug, mais là ça a réussi à rester en place. Donc on a enfin les fondations. Vous voyez que j'ai quand même pas mal galéré, hein. Mais on a enfin les fondations pour un truc qui va nous permettre de travailler dans GIMP de manière non destructive. D'un point de vue interface, c'est horrifique, comme vous l'avez vu. Quand on voit ce que... Encore une fois, vous allez me dire, je compare des gens qui font ça sur leur temps libre à des gens qui sont payés pour, mais quand on compare à ce que fait Affinity Photo, donc la boîte s'appelle Serif, hein. Les gens qui codent Affinity, c'est Serif, une petite boîte en Angleterre, ils sont, il me semble, quelques dizaines, ils sont pas des centaines, hein, même si maintenant ils ont été rachetés par Canvas, donc il faudra voir ce que ça devient, mais ils ont repris en fait ce qui était intelligent dans Photoshop et ont corrigé ce qui ne l'était pas. Ils n'ont pas cherché à faire différent juste pour être différent. Donc quand on utilise un système de pile avec des calques, donc avec des trucs les uns sur les autres, en gros, en infographie, on a deux solutions. Soit on fait un système d'empilement avec des calques, c'est Photoshop, c'est Affinity, c'est After Effects, c'est ce que vous voulez, ou une logique nodale, comme par exemple Nuke, ou par exemple Fusion. C'est l'un ou l'autre en fait. Et en termes d'interface, quand on fait une logique d'empilement, il faut que les calques qui sont des réglages non destructifs s'appliquent sur tout ce qu'il y a en dessous, ou directement sur un N-1 avec un système de masque d'écrêtage. Voilà. Toute l'industrie, tous les concurrents de Photoshop ont toujours repris ce système. Si on décide que les réglages sont associés à un calque en particulier et pas ceux d'en dessous, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut appliquer un truc sur plusieurs éléments, il faut systématiquement mettre dans un groupe. Sachant qu'on peut aussi faire un calque de réglage écrété sur un groupe dans Photoshop, ce qui fait qu'on a vraiment l'option, on a le choix du roi dans Photoshop, on peut faire les deux manières. Dans GIMP, on n'a pas le choix. Si on veut traiter un ensemble et appliquer un réglage sur cet ensemble d'éléments, il faut le mettre dans un groupe. Alors ça a le mérite d'exister, mais c'est clairement pas le truc le plus pratique. Et ensuite, le deuxième truc qui est relou, c'est que quand je vais avoir beaucoup de calques ici, je ne pourrai pas voir d'un coup d'œil où sont mes courbes, où sont mes niveaux, où sont mes teintes de saturation, et ainsi de suite. Je suis obligé d'aller cliquer sur le FX, de voir qu'il y a une courbe ici, cliquer sur le FX, voir qu'il y a une courbe ici, et ainsi de suite, en fait.
Si c'était présent directement sous forme de lignes indépendantes dans l'interface, évidemment, ce serait beaucoup plus lisible. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen de le rendre comme ça, si ça va évoluer comme ça. Et je vais terminer sur le fait que il a été écrit par le mainteneur de GIMP, donc sur le site officiel, que cette implémentation de la non-destructivité, je ne sais pas comment on peut dire, dans GIMP était temporaire. C'est-à-dire, en gros, ils ont dit, on est conscient que tout le monde l'attend, donc on va le mettre dans GIMP 3, mais au niveau de l'interface, c'est pas le truc sur lequel on est super sûr. Et donc, vraiment, j'espère qu'ils vont revenir à quelque chose que l'on connaît déjà dans Photoshop et dans Affinity, parce que c'est franchement la meilleure manière de le faire. Ça sert à rien de faire les fifous et les originaux. Juste copier ce qu'il y a dans Affinity et dans Photoshop, ça marche, tout le monde a l'habitude, et c'est beaucoup plus clair que d'aller incruster ça dans un pop-up ici, et qui rend pas les choses lisibles. Néanmoins, la technologie est là. Ça fait 20 ans qu'on attendait ça, donc on va vraiment pas se plaindre. Et je pense que sur cette base, on va pouvoir maintenant avoir de vraies avancées dans GIMP. Et d'ailleurs, le rythme de développement a été plus ou moins annoncé comme étant plus rapide. En gros, on n'attendra pas 20 ans pour avoir une version 4. Dieu sait où sera le monde dans 20 ans, en plus, sur les, sur les logiciels de retouche d'image. Bon. Donc on peut espérer que maintenant les choses aillent plus vite, que maintenant que le travail de code et de moteur qui a été entrepris est quasiment terminé, toute la refonte du moteur de GIMP qui permet le fait d'avoir des trucs non destructifs, que ce soit au niveau des filtres ou au niveau des réglages. Hein. Pour info, je ne l'ai pas montré, mais quand on fait par exemple, si je fais un flou ici, que je mets un flou gaussien, et bien en fait ce flou gaussien va aussi s'afficher dans mon FX au même titre que vous voyez les courbes. Donc vraiment tout est maintenant prêt pour être non destructif dans GIMP, donc le moteur est fini. Et donc j'espère que maintenant l'effort va se porter sur la fonctionnalité elle-même, c'est-à-dire au-delà du défi de code, parce que c'est pour ça qu'ils sont bons dans le logiciel libre, il faut maintenant faire quelque chose de user-friendly, comme on dit, quelque chose que les photographes ont envie d'utiliser. Là, clairement, en l'état, c'est pas sexy du tout. Quand on regarde ce qu'on fait dans Affinity Photo, où tout est bien clair, tout est bien propre, tout est bien dessiné, ça tombe sous le clic, on a encore une fois plus ou moins le syndrome, c'est que tout le talent a été passé dans le code. Voilà, c'est des bénévoles qui ont un talent exceptionnel pour faire du code et pour trouver des fonctionnalités et pour les implémenter d'un point de vue technique, mais d'un point de vue design d'interface et expérience utilisateur, ben, très certainement, ces gens qui ont codé ne sont pas vraiment des graphistes et des photographes. Et il n'y a pas eu vraiment non plus de graphiste de design interface qui s'est beaucoup lié à ce projet parce que c'est vraiment beaucoup trop difficile à utiliser. Ne serait-ce que la boîte de dialogue, maintenant la nouvelle boîte de dialogue pour créer un calque, franchement c'est délirant quoi. On n'a pas besoin d'avoir les espaces composites, les espaces, le mode composite directement là-dedans, on n'a pas besoin d'avoir tout ça présenté comme ça. Donc GIMP 3, vous avez compris, je suis enthousiaste parce que les bases sont enfin là pour pouvoir avoir du non-destructif, mais d'un point de vue design, est-ce que c'est utilisable par le commun des mortels ou même des gens qui ont l'habitude de travailler l'infographie? Franchement, c'est pas encore le cas. Donc on peut espérer que maintenant ça va évoluer vite, maintenant que les bases ont été jetées. Je suis peut-être un peu dur, c'est pas la peine de me faire le procès du logiciel libre en me disant ils sont pas payés pour, ils font ça sur leur temps libre, c'est quand même déjà beau. Je l'ai déjà dit dès le début, je suis reconnaissant de ça. Moi, je juge les trucs sur pièce. Est-ce que ces gens qui passent du temps à faire ce logiciel, ils ont envie qu'on dise qu'il est pas bien? Non. Je ne fais juste que dire ce que les gens qui l'utilisent attendent. Et quand on retouche les images sur des logiciels depuis plus de 20 ans et qu'on en a utilisé plusieurs, je pense qu'on devrait pouvoir écouter des gens qui ont voilà, une certaine forme d'expertise quand même dans ces logiciels, quoi. On verra si c'est le cas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poster dans les commentaires ou dans le salon d'entraide sur tuto.com ce que vous pensez de ce GIMP 3. Donc là, ce développement de la semaine, il était beaucoup plus technique. Hein, l'image sur laquelle on finit, évidemment, c'est pas du tout sympa ce que j'ai fait. Mon ciel, il est pas du tout adapté. Mais je voulais vous montrer, voilà, si je voulais changer le ciel et si je voulais faire un petit étalonnage sur cette photo, c'est comme ça qu'on ferait dans GIMP 3, maintenant que l'on a des retouches non destructives. Pour les prochains tutos, j'hésiterai pas quand même évidemment à pousser un petit peu plus loin et à faire une image un peu plus finie, un peu plus jolie quand même, c'est promis. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la prochaine, bye bye.